Bien, j'invite à présent Michel Queneau, le président de la FNOJEC, à me rejoindre. Avec la petite musique, évidemment. Michel Queneau, bonjour, nous voici arrivés au terme de ces journées nationales. Qu'en avez-vous retenu? Comment envisagez-vous l'avenir? Deux questions qui, j'imagine, seront au cœur de votre message de conclusion. C'est à vous. Eh bien, la principale chose que nous avons retenue, c'est grâce à Pascal Balmand, la démarche synodale. Alors, la démarche synodale, je trouve que ça a beaucoup plus de gueule que de dire on s'entend bien avec telle association, telle organisation. Maintenant, nous dirons nous avons une démarche synodale. Et en fait, comme certains faisaient de la prose sans le savoir, nous avons fait de la démarche synodale sans le savoir que l'on faisait ça. Je vais juste prendre quelques exemples. Par exemple, lorsqu'il s'est agi de travailler sur la mutuelle, et M. Diego León, qui représente la CFDT ici, pourra confirmer, nous avons inventé ce que le ministère a copié, c'est-à-dire de se faire former ensemble patrons et représentants syndicaux pour pouvoir après vraiment travailler et non être sur des a priori, etc. Autre exemple, le collège employeur, pour ceux qui ne le savent pas encore, ils sont peu nombreux, c'est une réunion des chefs d'établissement et de la FNOJEC qui travaillent notamment et en particulier sur les sujets sociaux. C'est un organe où les décisions sont censées être prises à la majorité. En 6 ans et demi, nous n'avons jamais voté. Jamais. C'est-à-dire que toutes les décisions ont été prises dans le cadre d'un consensus. Et on a eu une fois un exercice très difficile. Il s'agissait de décider si nous renoncions à faire appel pour une organisation syndicale qui est la CFDT, on peut le dire, ayant gagné un procès. Et si nous continuions le procès, c'était des années de bagarres inutiles. Par contre, nous prenions le risque de la confiance. La salle était divisée en deux autour de la table, les pour, les contre. Ce n'étaient pas des contre, c'était des frileux dont je faisais partie. Et puis, eh bien, ce sont la sagesse, la voix de la raison qui l'a emporté. Nous avons fait confiance et nous avons été récompensés de cette confiance puisque nous avons fini par faire enfin cette convention collective. Nous avons également initié à destination des directeurs du diocésain, ou plutôt du bureau des directeurs du diocésain, une démarche pour pas normaliser, mais définir les bonnes pratiques, ce qui est à l'intérieur des bonnes pratiques et ce qui est à l'extérieur des bonnes pratiques. Alors, ça n'a pas été au bout, il faut encore le diffuser, mais ça nous semblait être une démarche synodale aussi. Mais je crois qu'on n'a aucun mérite à faire ça, parce que quand nous sommes en responsabilité de participer à l'avenir de 2 millions d'enfants, 2 millions d'enfants, nous devrions avoir honte si on n'est pas capable de dépasser des questions d'ego ou des questions d'intérêt personnel. Et on a réussi. Alors, puisque nous allons faire une démarche synodale, je vais vous baliser quelques étapes. D'abord, la CEPNL. Alors, on m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je me trompe à chaque fois, donc Aurélien me dira si je me trompe encore une fois. Ça veut dire la convention collective des établissements privés à but non lucratif. Yes, la Confédération de l'enseignement privé non lucratif. Voilà, donc je ne suis pas tombé loin. Voilà. Pour être non lucratif, puisque nous gérons les comptes des associations, nous pouvons confirmer que nous sommes à but non lucratif. En fait, ce titre est incomplet parce que nous regroupons les organisations à but non lucratif, les écoles à but non lucratif, mais surtout qui sont associées à l'État. C'est ce qui fait le clivage avec les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles agronomes qui sont avec nous parce qu'elles sont associées à l'État dans un autre genre de contrat, pas le nôtre, et celles qui sont privées-privées. Alors, cette étape de notre parcours, de notre démarche synodale, c'est plutôt une étape du Tour de France, avec plusieurs cols de première catégorie, parce qu'il va nous falloir inventer des choses avec des lois qui ne sont pas encore complètement sorties. Par exemple, nous devons connaître la représentativité patronale, ça c'est pas trop difficile, et des organisations syndicales. Mais on ne sait pas à quel moment le ministère va nous dire qui est représentatif parmi les organisations syndicales. C'est donc extrêmement confortable pour savoir qui on invite, qui on n'invite pas. Nous allons avoir une machinerie à monter, tout est nouveau.
nos 7 conventions collectives, celles des instituts catholiques, celles de la FESIC, les fameuses écoles d'ingénieurs, nous aurons à nous occuper de tout, être concernés par tout, mais on ne va pas pouvoir tout négocier. Et c'est là que la subsidiarité dont nous avons parlé tout à l'heure va devoir rentrer en vigueur, parce que la convention collective nationale, vous vous souvenez d'hier de l'exposé qui a commencé pour expliquer ce que c'était sur le plan social. Nous avons confiance, nous allons y arriver, parce que justement il y a la conscience. Nous avons aussi comme autre étape à développer le numérique. Il ne faut pas céder à une mode, je ne vais pas redire ce que j'ai dit en introduction. Le numérique est un moyen, ce n'est pas un but, mais par contre, si on n'en tient pas compte, eh bien, nous risquons d'être largués. Un autre sujet qu'il va falloir aborder assez rapidement, mais tranquillement, c'est la gouvernance des organismes de gestion régionaux. Est-ce qu'ils sont dans la fédération, demain dans la confédération, avec les conséquences d'éviter des impôts, d'être protégés. Par exemple, nous sommes en train de passer un accord avec l'Ordre national des experts comptables qui s'apprête à reconnaître que nous travaillons pour notre groupe comme si nous étions une entreprise. Donc il va falloir y travailler, encore une fois, tranquillement et gentiment. Il y a aussi l'énorme chantier d'avoir des Eurogec dans toutes les nouvelles régions. Alors, il y a des choses qui se passent sur le terrain, la Normandie qui nous accueille, le Nord, et puis sur d'autres régions, c'est beaucoup plus compliqué. Alors moi, l'exemple qui m'obsède, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. André le sait. Voilà une région qui sera probablement bientôt la première région de France par les effectifs de l'enseignement catholique et qui n'a pas d'Eurogec. Alors je me demande si ce n'est pas le complexe de la capitale des Gaules qui lui interdit de dépasser la capitale de la France, je ne sais pas. Alors on verra ce soir parce qu'il y a un match Paris-Saint-Germain-Lyon et je pense que ça va encore être un massacre, je suis désolé. Autre étape, se remettre de ce qui nous est arrivé, ce que j'appelle les paradis perdus de la formation. Nous avions des habitudes d'enfants gâtés, de riches, d'utiliser les fonds de l'information un peu à n'importe quoi. Le législateur s'est avisé que ça pouvait être utilisé d'une autre manière, d'abord en nous en prenant beaucoup et ensuite en donnant des fléchages, qui fait que ce que nous appelons la formation, c'est un budget assez gras, eh bien ça a disparu. Mais les besoins de formation n'ont pas disparu, ils sont plus importants que jamais. Il faut penser à leur financement et il faut voir aussi ce qui nous reste et bien utiliser l'argent qui continue à exister. Nous avons aussi une étape qui est de restaurer les conditions d'une saine concurrence parmi nos fournisseurs. Je parle bien sûr des centrales de référencement et d'achat, mais d'autres aussi. L'enseignement catholique ne doit pas être une chasse gardée pour un certain nombre d'entreprises à but lucratif qui ont le droit. Moi, j'ai passé ma vie professionnelle dans une entreprise à but non lucratif, donc j'ai rien contre. Mais si on est là pour faire du business, on fait du business et c'est très clair. Autre sujet sur lequel j'ai été beaucoup questionné dans les couloirs, c'est les logiciels de gestion. Alors, appelons, Agathe, tout ça. Alors, il va y avoir un communiqué. Hier, pendant le repas, nous nous sommes réunis avec le secrétariat général, les chefs d'établissement et la FNOGEC pour, disons, reprendre la main sur ces sujets. Il va y avoir un communiqué. Il y a un seul mot d'ordre, pas de panique, c'est sous contrôle. Je pourrais... alors évidemment, il y a toujours le chantier de la professionnalisation. Ce n'est pas parce que nous avons bien avancé que nous sommes au bout. L'ère du bricolage est terminée. Nous avons sur le dos les ministères, les contraintes, une législation qui change toutes les heures, des contraintes techniques. Il faut continuer la professionnalisation. Tout ça dans une démarche synodale et dans la confiance. Alors, hier, vous vous souvenez, à la messe, l'un des évêques a cité les parents de Sainte Thérèse de Lisieux qui prônait « ayez confiance ». Alors moi je le dis d'une autre façon, j'ai pu éprouver dans ma vie personnelle que l'on était beaucoup plus dupé par la défiance que par la confiance. Et moi, mon sillon qui arrive au bout dans l'enseignement catholique, je me suis aperçu que lorsqu'on faisait confiance, eh bien, on avançait beaucoup plus vite. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Michel Queneau. Où est-ce qu'elle est, Aurélia? Je voudrais qu'Aurélia vienne me rejoindre. Voilà, exactement. Henriette Saint-Exupéry est parmi nous, secrétaire générale de l'AFNOJEC. Oui, alors je voudrais que vous applaudissiez Aurélia, parce que parmi toutes ses qualités, je ne sais pas si vous avez remarqué que c'était la première secrétaire générale de l'AFNOJEC, la première, parce qu'avant, depuis toute l'histoire de l'AFNOJEC, c'était des hommes. Voilà. Merci. Alors, Aurélia de Saint-Exupéry, pour finir en beauté, vous allez appeler chacun des membres du conseil d'administration de l'AFNOJEC à nous rejoindre sur scène. Alors oui, merci Michel pour votre enthousiasme communicatif au service toujours au projet de projets constructifs. Mais vous l'avez rappelé vendredi, la particularité du fonctionnement associatif, c'est le caractère électif et démocratique depuis les OGEC de l'ensemble du territoire de la France et particulièrement aussi les OGEC d'outre-mer qui sont venus nombreux à ces journées nationales et nous les en remercions, que ce soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et la Corse. Mais la Corse, ils sont trop près, ils ne sont pas venus. Michel, pour conduire votre action, vous savez pouvoir compter sur les administrateurs qui nous entourent, qui vous entourent au conseil d'administration. Si lorsque vous êtes administrateur, vous ne représentez pas votre territoire au conseil d'administration et à la FNOJEC, en revanche, vos territoires sont représentés par votre présence. Et c'est quelque chose à quoi nous veillons et c'est quelque chose qui est très important parce que vous pouvez nous parler des spécificités de vos territoires. On en a beaucoup parlé pendant ces journées nationales. Et une fédération, c'est un ressort. C'est un ressort où la base doit être le plus près possible du sommet, où le management intermédiaire, ce serait le milieu du ressort. Et quand le sommet fait des outils pour la base, il ne tord pas le ressort, mais il rapproche les UDOGEC et les UROGEC des OGEC qui se rapprochent de la FNOJEC et c'est très important. Tous les administrateurs de la FNOJEC sont dans des UDOGEC ou dans des UROGEC et ils les représentent et toutes nos régions, nouvelles régions, sont présentes ou représentées au conseil d'administration de la FNOJEC. Alors, nous allons commencer par les Hauts-de-France. Alors, j'appelle Jean-François Debout et Alain Buat qui vont monter. Ensuite, au sud, nous avons l'Occitanie avec Raymond Ponsat et Alain Laflorencie. Raymond a des problèmes de transport, elle a dû nous quitter. L'Auvergne, Rhône-Alpes avec André Grillon. La Nouvelle-Aquitaine, Jean-Pierre Portet et Jean-Louis Roumillac. La Bourgogne-Franche-Comté, Robert Fonck. La Bretagne, avec Jean-Claude Lemeur, Roland Veillepeau et Jean-Yves Mahéo. Le Centre Val-de-Loire, avec Pierre Fournier-Mongieu et Sylvie Picard, qu'on applaudit tout particulièrement. Le Grand Est, Jean-Pierre Schneider et Martin Verdenal. L'Île-de-France, Bruno Cornuténard et Laurent Laming. Les Pays de Loire, Monique Cassagne et Jean-Luc Chaplet. La Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pierre Laget. La Normandie qui nous accueille avec Yvon Mingui et Eliane Robiol. Et je rends la parole à Michel. Bon, le moment est venu de remercier tous les gens qui ont participé à ce grand succès. D'abord, je devrais dire que avant l'arrivée de M. de Romanet, nous avons appliqué le principe, parce que cette fois-ci, j'ai dit que je ne voulais absolument pas me mêler de l'organisation de ces journées. Et c'est beaucoup mieux que si je m'en étais occupé. Donc, il a raison.
faut remercier. On a tellement de monde à remercier que c'est pas possible. On voudrait avec ces personnes. D'abord, merci pour la Normandie qui nous a accueillis. C'est une organisation exceptionnelle. Les Normands ne font pas de bruit, mais les Normands sont efficaces et motivés. Et moi, j'ai la moitié de mon sang normand et je suis très fier d'appartenir à moitié à cette collectivité. Merci les Normands. C'est l'étape du Tour de France dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Tu as gagné le col de première catégorie. Alors, l'équipe de la FNEGEC est au-delà. Évidemment, Sylvie. Alors là, vous pouvez lui faire une standing ovation parce que... Et puis des gens moins visibles. Alors, vous avez remarqué qu'il y avait un lutin qui courait partout, qui récupérait les gens, qui s'appelle Gwendoline Bully. Sans elle, je pense qu'on aurait naufragé. Il y a Fabienne, évidemment, qui est là. Marine, et puis, alors, Aurélia, on ne va pas oublier Aurélia, qui a su animer cette équipe en justement laissant chacun exprimer le talent qu'il avait. Encore une fois, c'est ce que l'on vient de dire dans l'exposé d'avant. Alors, vous m'avez donné toutes les deux des consignes absolument contradictoires sur ce que je devais faire, donc j'ai bien fait de ne pas les écouter. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Non. Merci. Alors, merci à vous, les bénévoles. Oui? Oui. Non, j'ai rien fait. Bon, merci à vous, les bénévoles, que ce soit les bénévoles de la FNEGEC, des réseaux OGEC, que ce soit les parents, que ce soit les chefs d'établissement, les DD qui, en dehors de leur temps de travail et au-delà, participent à cette grande œuvre. Encore une fois, 2 millions d'enfants, il ne faut pas l'oublier. Merci à vous tous, et puis à dans 2 ans, il y aura un nouveau président qui vous accueillera, et j'espère qu'on m'invitera. Allez. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, 2 petites informations. D'une part, très important, un déjeuner vous attend dans les halls au niveau -2 et 0. Et puis pour les gens qui repartent avec une navette, sachez que les navettes ne repassent pas par les hôtels. Vous devez donc avoir récupéré vos bagages avant de rejoindre les cars. Voilà, il me reste à vous remercier chaleureusement pour votre attention et à vous souhaiter un bon retour dans vos régions. Au revoir. Et merci à Denis d'avoir animé les débats et d'avoir été le lien entre nos échanges pendant ces journées. Merci beaucoup, Denis. Merci à vous, ça a été un plaisir de préparer cet événement avec vous.